Alors, je détestais l'école. Je détestais mon frère qui était premier de classe et qui parlait 3 langues. Ah oui, ça, c'était très dur. Alors, mes parents me disaient, mais pourtant, elle était intelligente, hein. Cette professeure m'a dit, Valentine, toi, tu as une grande qualité, c'est que tu as du leadership. Et j'étais là, c'est quoi ce truc? Il faut se dire que la passion répare le cerveau. Je suis une fonceuse, quoi. Je j'ai pas de radar à menace. J'y vais. Et puis, ben, quand il y a un problème, je m'adapte. C'est comme si on était au volant d'une Ferrari qu'on ne sait pas conduire. Grâce à mon TDAH, je m'amuse, je fais plein de choses, je prends des risques. Alors, je suis convaincue aujourd'hui que c'est un super pouvoir. Je ne voudrais pas ne plus avoir de TDAH, quoi. Vraiment, je trouve ça assez génial. L'école, ça n'est qu'un passage, que la vie est assez généreuse et que si on fait les bons choix, je crois qu'on écoute son cœur et qu'on fait des belles rencontres, eh bien, en tout cas, voilà, je pense que vraiment on peut se réaliser et qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce monde et que on a besoin autant de personnes qui ont un TDAH que de personnes qui n'ont pas de TDAH. Voilà, alors moi je m'appelle Valentine Ancio, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 petites filles, Maroussia qui a 9 ans et Amandine qui a 6 ans et demi. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je suis psychoéducatrice, donc j'accompagne des enfants et des adolescents, entre autres atteints de TDAH, mais en tout cas qui ont des difficultés d'adaptation de manière générale, et des ados et des adultes également. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre dans la vie? Je donne des formations aux enseignants et aux professionnels, et j'essaye surtout de m'amuser tous les jours. Ça, c'est vraiment très important pour moi. C'est une question très intéressante parce que quand j'étais petite, on ne parlait évidemment pas de TDAH, c'était pas très connu à l'époque. Et donc moi, j'étais une petite fille qui était plutôt dans la lune. À l'école, je me demandais vraiment ce que je fichais là. Je m'ennuyais terriblement. Et donc en primaire, vraiment, j'étais ce qu'on peut appeler un peu dissociée, quoi. J'étais là, mais j'étais pas là. Donc voilà, le prof m'écrivait dans mon bulletin, emmène-moi dans ton pays merveilleux. Voilà, je sentais que j'étais pas complètement bête, mais en même temps, j'avais pas des très beaux points à l'école. J'ai réussi un CEB de manière très médiocre, je crois avec 54%, un truc du genre. Là, tout le monde était quand même un peu inquiet sur mon avenir. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment pour mes primaires. Et alors, à l'adolescence, je ne sais pas pourquoi j'ai pris une espèce de décision que, en fait, j'allais plus subir comme ça mon quotidien. Et donc, j'ai commencé à avoir des petites difficultés de comportement. Rien de très méchant, mais j'ai voulu un petit peu pimenter mes journées. Et donc, je faisais un peu des petites bêtises. Voilà, je faisais un petit peu rager les professeurs. Je me cachais dans l'armoire de la classe. Je mettais du savon dans la fontaine de l'école. Je cherchais chaque semaine un truc qui allait pouvoir mettre un peu de fantaisie dans mes journées. Et donc, j'étais en retenue tous les vendredis, ça c'est sûr. Ça ne me dérangeait pas du tout. Les professeurs ne me détestaient pas, mais voilà, ils me disaient que j'avais un bon leadership quand même, parce que j'emmenais évidemment tout le monde avec moi. Donc ça m'amusait beaucoup. Même mes points n'étaient pas meilleurs. Et donc, à un moment donné où j'ai doublé. Et donc voilà, je ne sais pas si dans la chronologie de vos questions, on en est là, mais en tout cas voilà. Et j'ai terminé ma scolarité dans une option technique en éducation de l'enfance. Et là, j'ai trouvé ma vocation. Je me suis dit vraiment, alors tout ça pour la petite histoire, c'est passé après un pèlerinage à Lourdes qui était donc la punition parce que je doublais. Donc mon père m'a dit tu viens de prendre un an de vacances, je vais m'occuper de tes vacances, donc il m'a envoyé en pèlerinage à Lourdes et en fait j'ai adoré. J'ai accompagné des personnes qui étaient handicapées, je poussais des chaises roulantes dans les Pyrénées et en fait tout ça, moi l'aide à la personne en tout cas m'a vraiment enchantée et donc voilà, j'ai pris cette direction là et que je n'ai jamais quittée finalement. Donc c'était plutôt une chouette histoire. Pas du tout. Alors moi j'ai découvert mon TDAH, donc après donc mes études techniques secondaires, que j'ai très bien réussi, donc c'était le miracle de Lourdes, hein, donc voilà. Je me suis inscrite en psychologie. Là, c'était à l'époque où on étudiait beaucoup la psychanalyse, donc le TDAH, ça, je commençais à en entendre parler, mais pour moi c'était vraiment des enfants insupportables, et moi j'étais pas une enfant insupportable, j'étais dans la lune, mais voilà, je pense qu'il y a eu quand même des petits échanges musclés avec mes parents à plusieurs moments, mais j'avais pas cette sensation d'être aussi intense, en tout cas ce que je rencontrais en stage.
Et puis, je suis partie au Québec étudier la psychoéducation et j'ai fait mon mémoire sur le TDAH. Et là, évidemment, en lisant, beaucoup, 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 beaucoup de choses, je me suis dit, mais au fond, c'est ça que j'avais, et c'est ça que j'ai. Et donc voilà, c'était un peu la révélation. Donc c'est plutôt vers 21, 22 ans que je me suis diagnostiquée. J'ai été faire confirmer ça par un psychiatre à l'époque qui m'a dit, bah oui, c'est limpide. J'avais apporté tous mes bulletins, j'avais apporté toutes les preuves diagnostiques, et donc ça s'est confirmé. Mes rêves quand j'étais petite, alors je me rendais compte que j'étais dans une famille quand même assez sympa, assez chouette, avec une belle maison. Je partais en vacances et tout ça, et j'ai toujours été très touchée par les enfants du juge. J'en ai toujours eu dans ma classe, des enfants qui n'avaient pas de famille, ou en tout cas. Donc quand j'étais petite, je me souviens, je me promenais dans mon quartier. J'habitais à la campagne, et je voyais des belles grandes maisons. Je disais, j'aimerais bien pouvoir accueillir des enfants dans une belle grande maison et leur offrir une chouette vie. Là, je me souviens que c'était des rêves que j'avais quand j'étais petite. Et j'ai travaillé en institution pendant 2 ans, un peu plus tard. Donc, ça a été un petit peu réalisé d'une certaine manière. Alors, ben, comme je te le disais tout à l'heure, je détestais l'école. Enfin, en tout cas, je subissais. C'était vraiment ça en primaire. Et voilà. Et alors, je ne faisais pas mes devoirs parce que ça m'ennuyait très fort. Donc, je gommais mes devoirs dans mon journal de classe. Et puis, ben, pour pas être punie le lendemain, j'allais très tôt à l'école et je demandais à tous mes copains de me prêter leurs devoirs que je recopiais. Euh, donc voilà, c'était vraiment la débrouille pour en faire le moins possible. Ben, du coup, voilà, c'était quand même un peu de stress finalement. Quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis ça aurait été peut-être plus facile de faire mes devoirs que de me lever très tôt. C'était vraiment de l'organisation finalement pour ne pas faire mes devoirs. Ça coûtait cher, quoi, mon énergie finalement. Et puis j'avais des punitions parce que parfois, ben voilà, il n'y avait pas de copains qui voulaient me prêter de devoirs, alors j'avais pas mon devoir, et donc ça c'était très gênant. Donc voilà, donc non, je n'aimais vraiment pas l'école. Je n'ai pas le souvenir de m'être dit génial, encore une belle journée. Ben, c'est-à-dire que oui, je me sentais pas spécialement rentrée dans la case, mais ça ne m'empêchait pas de dormir, donc j'avais pas d'anxiété particulière, quoique parfois quand même, j'étais en classe et j'imaginais quand même que ma maman me regarde pour qu'elle soit fière de moi. Il y avait quand même un petit peu cette espèce de petite prise de conscience, mais je voyais bien que ça ne coulait pas aussi facilement que pour les autres. Euh, que j'étais dans les groupes des faibles, hein, chaque fois qu'il y avait des remédiations, j'étais dans le groupe des moins bons. Donc je me sentais un peu demeurée, quoi. Je me sentais bête. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était pas aussi limpide que chez mes cousins, mes frères, voilà, les gens de ma classe. Voilà. J'étais pas dans les premiers de la classe, ça c'est sûr, mais parfois j'avais un petit 10 sur 10 qui arrivait comme ça, et alors là c'était le champagne, hein. Ça c'était incroyable, donc ça me rassurait dans ces moments-là. Je me dis, ah ça va, je suis pas complètement débile, mais voilà, je traversais la vie de manière assez passive. Je crois que j'étais un peu en décrochage comme ça. Je détestais mon frère qui était premier de classe et qui parlait 3 langues. Ah oui, ça c'était très dur. Lui, voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il me dit, mais en fait, t'étais cruel, quoi. Je dis, mais je sais, mais c'était terrible de voir que moi, j'y arrivais pas et que toi, tu y arrivais. Donc, c'est vrai que, voilà, ça, c'était vrai que c'était source de souffrance. Euh, oui, ça, et je pense qu'il y a eu des débordements, en tout cas, à cause de ça, certainement à la maison. Voilà, qui finalement, quand je regarde, n'était pas justifié, quoi. Tout le monde faisait de son mieux. Alors mes parents me disaient, mais pourtant elle était intelligente, hein. Donc j'entendais des choses comme ça. Euh, Mes grands-parents étaient super sympas, enfin, voilà. Ma grand-mère prenait parfois du temps vraiment à m'apprendre à soigner mon travail. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé parce qu'en fait, je faisais tout rouf-rouf. Et à un moment donné, elle a vraiment, je me souviens, pris le temps, elle a recouvert tous mes cahiers avec du beau papier. Et elle m'a dit, mais tu sais, si tu soignes ton écriture, tu seras mieux concentré, tu auras plus de plaisir à faire les choses. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai gardé. J'ai toujours des carnets soignés. Et en effet, j'ai beaucoup plus de plaisir à faire mon travail quand je le fais bien. Et donc ça, je trouve que oui, il y a eu des enseignements comme ça où on a pris le temps d'expliquer des choses qui pouvaient être
évidente et limpide pour d'autres enfants, que moi, voilà, il fallait prendre le temps de m'expliquer les choses. Et une fois qu'on le faisait, en effet, ça allait mieux. Et c'est vrai que je vois ça avec mes enfants. J'en ai une qui soigne son travail naturellement et l'autre, ben, voilà, il faut aussi prendre le temps d'expliquer que c'est quand même plus agréable de lire une chose, enfin une copie avec une écriture plus jolie et en fait tout le monde, ça fait plaisir à tout le monde, quoi. Alors, j'ai pas de trouble 10, ça c'est vraiment une chance. Alors peut-être une dyscalculie. Je n'ai pas une logique, voilà, qui roule toute seule. Mais j'ai jamais été chez une logopède me diagnostiquer. Je sais calculer des choses basiques, simples. Voilà, je sais, voilà, gérer un tableau Excel, mais je suis très contente d'avoir une comptable. Je suis contente, voilà. Mais par contre, j'ai dû commander par exemple des rouleaux de papier peint. J'ai dû commander trois commandes. Je n'ai pas su calculer combien de rouleaux de papier peint j'allais avoir besoin pour mon mur, par exemple. Donc voilà, encore à mon âge, il y a quand même des choses qui sont. Ça, je pense que voilà, en primaire, il y a des petits bouts que j'ai manqués, quoi. Donc, est-ce que c'est parce que j'étais trop distraite ou est-ce que parce qu'il y a une vraie dyscalculie? Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont compliquées quand même pour moi au niveau logico-mathématique. Mais bon, heureusement l'orthographe, ça va. Et voilà, au niveau praxique, ça va aussi. Et alors l'anxiété, je dirais que je suis presque pas assez anxieuse. Je suis dans le TDAH, il y a cette impulsivité où voilà, je suis une fonceuse, quoi. Je j'ai pas de radar à menace, j'y vais et puis ben, quand il y a un problème, je m'adapte. Mais je suis plus impulsive qu'anxieuse, quoi. Donc je dirais que le TDAH est assez voilà, bien là. Euh, Heureusement sans autre trop grosse casserole en tout cas qui m'empêcherait de fonctionner. Alors, j'ai pris confiance en moi grâce à un professeur à l'internat, justement. C'était mon professeur de français. Parce que donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, je passais ma vie donc à essayer de créer des petites animations pour tout le monde. Je piquais les clés, je les faisais refaire le week-end. J'avais du coup voilà tout un trousseau de clés de l'internat. Et donc cette professeure de français, elle m'a dit, mais Valentine, et alors moi j'ai toujours été bonne quand même pour me faire des copains et des copines. Et là, à l'internat, je ne supportais pas qu'il y ait quelqu'un qui soit mis sur le côté, par exemple, ou on rejette quelqu'un. Donc, moi, tout le monde était mes amis, quoi. Je m'arrangeais pour que tout le monde soit intégré et se sente bien dans le groupe. Et donc, cette professeure m'a dit, Valentine, toi, tu as une grande qualité, c'est que tu as du leadership. Et j'étais là, c'est quoi ce truc? Elle me dit, c'est que tu emmènes, en fait, les autres au meilleur d'eux-mêmes. Et en fait, ça m'a fait mais terriblement plaisir parce que je crois que c'était la première fois de ma vie qu'un professeur me faisait un compliment. En deuxième secondaire, il était temps. Et donc, ça m'a vraiment porté, ça me porte encore aujourd'hui cette remarque parce que j'ai été reconnue dans des qualités qu'on ne reconnaissait jamais dans mes bulletins parce que j'avais toujours des mauvais points. Et donc ça, je me souviens que c'était vraiment un très beau cadeau que m'a fait cette enseignante. Il y a eu plusieurs personnes comme ça sur mon chemin qui m'ont fait confiance et qui du coup m'ont permis d'avoir confiance en moi. Donc ça, c'est vrai que voilà, clairement, donc il y a eu cette professeure dans cet internat. Puis quand j'ai quitté cet internat, je suis retournée dans une école classique. Là, c'était un peu catastrophique parce que les professeurs ne connaissaient pas du tout mon prénom, par exemple. Et donc ça, ben voilà, que je sois là ou pas, finalement, ça ne changeait rien. Donc là, j'ai décroché à l'école. Et puis, je suis allée dans cette école technique où là, tous les enseignants aussi trouvaient que j'étais géniale. Et j'avais fait un stage dans une école des devoirs et il y avait plein d'enfants qui n'aimaient pas l'école et donc je retrouvais plein de chouettes méthodes pour, déjà je bricolais, hein. J'essayais d'imaginer des jeux pour les aider à apprendre leur table de multiplication ou des jeux pour apprendre la conjugaison. Il n'y avait pas encore d'application et tout ça. C'était vraiment des jeux de cartes que je fabriquais dans ma chambre le soir. Et donc, j'essayais de leur dire, mais en fait, vous allez réussir, vous êtes géniaux. Et j'essayais de les encourager. Voilà, mes maîtres de stage m'avaient dit que j'avais super bien réussi mon stage. Tous les enfants avaient réussi leur année, que c'était super. Enfin, voilà. Et donc, clairement, quand j'étais dans cette option-là, j'étais dans mon élément et tout le monde le reconnaissait. Et ça me faisait trop du bien. Et je travaillais énormément déjà à l'époque parce que j'adorais ça et que ça avait du sens pour moi, quoi. Donc c'est un peu le tout ou rien, quoi. Il n'y avait rien en primaire jusqu'à ce que je découvre ma passion. Et alors là, après, c'était à 200%.
Donc voilà. Alors, oui, oui, mais c'est des questions très intéressantes. Donc moi, j'ai commencé à fumer la cigarette à 12 ans. Donc c'est très jeune, hein, première secondaire. Bah, voilà, une rencontre de copains plus âgés qui me proposent évidemment, voilà. Et donc je me suis dit que si j'avais fumé une cigarette, ben, j'allais en fumer une deuxième, etc. Donc j'ai fumé jusqu'à mes 21, 22 ans, donc quand même une bonne grosse dizaine d'années, avec, oui, où j'étais complètement addict. Si je ne fumais pas, j'étais de très mauvaise humeur, etc. Et heureusement, comme j'ai étudié au Québec, on ne fume pas beaucoup et on fait beaucoup de sport. Donc c'est très mal perçu de fumer et donc moi je fumais, je faisais pas de sport, donc j'étais pas très à la mode. Et alors en plus l'hiver il fait très froid et donc quand il fait moins 40 degrés et qu'on fume une cigarette tout seul et qu'on sent que tout gèle à l'intérieur et que c'est vraiment pas très agréable, il y a eu un moment où je me suis dit ben en fait si je me mettais dans le mood québécois, que je commence à mettre au sport et que j'arrêtais la cigarette. Donc j'ai arrêté la cigarette là-bas et c'était beaucoup plus facile qu'ici où tous mes amis fumaient. Donc voilà. Donc ça, c'est une addiction. Je dirais que c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie, c'est arrêter de fumer. Parce qu'en effet, c'était vraiment difficile. Mais du coup, je sais que je sais le faire. Et donc, je me suis mise au jogging. Et en fait, le jogging est devenu une addiction pendant quelques années. Donc, ça, c'était une addiction intéressante. Maintenant, après, j'ai eu mes enfants, j'étais moins addict au jogging. J'adore le sucre et donc là, je me fais désintoxiquer par l'hypnose au sucre, donc ça marche. Voilà, j'aime bien boire un petit verre, mais voilà, je bois le week-end, je bois pas seul chez moi, hein, mais clairement, si on me dit tu dois arrêter pour toujours de boire de l'alcool, je serais très triste. Mais je me sens pas alcoolique, quoi. Donc voilà, donc je dirais que les addictions que j'ai pour le moment seraient de manger trop de chocolat, trop de sucre, et j'essaye d'arrêter ça. Parce que alors je ne rentre pas dans mes pantalons et je suis très déçue. Sucre ou salé? Pourquoi? Sucré, mais alors je te dirais sucré parce que j'adore les bonbons, j'adore le chocolat, mais j'adore aussi, en fait j'aime les deux, en fait j'aime tout. Moi j'adore manger, je suis très gourmande. Donc voilà, donc je ne sais pas choisir. Mais là, comme j'essaie d'arrêter le sucre, je vais te dire salé, mais en fait j'aime les deux. Jeux de société ou jeux vidéo? Ah, jeux de société, je déteste les jeux vidéo. Voilà. Et alors, je vois parfois les dégâts que ça fait dans les familles, donc je veux pas que ça rentre chez moi. Donc voilà, c'est jeux de société. Téléphone ou ordinateur? Je dirais téléphone, parce que ben voilà, je l'ai toujours sur moi, que voilà, je peux avoir mes appels, mais j'ai tout sur mon téléphone. Donc oui, plutôt sur mon téléphone. Sport ou sieste? Sport. Et alors vraiment, là, je trouve c'est important de mentionner que le sport, ça peut vraiment permettre de réparer le cerveau, entre autres, en tout cas pas que, mais et qu'il faut surtout pas que les gens se sentent nuls en sport. Voilà, se promener, aller courir à son rythme, voilà, faire du vélo. En fait, c'est super bon pour le cerveau, c'est super bon pour la santé. Et donc, l'idée n'est pas de performer, mais juste, voilà, d'en faire. Et Se, dis-moi. se lever tôt ou se lever tard? Ça dépend. Alors, j'aimerais dans ma vie un jour arriver à me réveiller sans réveil. Mais ça peut être tôt ou tard. Ce que je n'aime pas, c'est mon réveil. Mais donc, j'aime bien me lever tard si je suis fatiguée le week-end. Mais j'aime bien me lever tôt pour me dire j'ai du temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Mer ou montagne? Ah, c'est difficile, hein. J'aime tout moi. Je dirais montagne, parce que je trouve que les paysages sont, somptueux, qu'il y a du challenge. Moi j'aime bien me challenger et donc j'aime beaucoup faire de la rando l'été et du ski l'hiver et donc voilà, je me dis que voilà, c'est une chance de pouvoir profiter, de ces paysages-là et donc si je dois choisir, je crois que je dis la montagne. Mais j'adore aller à la mer aussi, parce que j'adore nager. Ville ou campagne? Ou campagne? Ville. Alors moi, j'aime beaucoup la ville, j'aime beaucoup tout ce qu'elle peut apporter au niveau culturel, au niveau des rencontres, au niveau des restos, des bars, j'adore ça. J'adore Bruxelles parce qu'il y a quand même cette forêt dans laquelle je me promène beaucoup. Mais tout en ayant le métro. Et alors, oui, moi qui suis maman, j'ai envie que mes enfants soient aussi indépendantes
à leur adolescence et donc de pouvoir qu'elles puissent avoir accès à tout ce qu'elles souhaitent avec leur abonnement. Donc oui, la ville, surtout la ville. Marcher à pied ou vélo? Vélo. J'adore le vélo, je me sens très libre sur mon vélo. Voilà, normalement, j'arrive à l'heure, euh, presque partout grâce à mon vélo. Et voilà, donc oui, même si j'aime parfois flâner avec mes écouteurs et me promener en marchant, mais je dirais que voilà, je préfère me déplacer à vélo qu'à pied. Voiture ou bus? Voiture. J'avoue que le bus, ça dépend, mais voilà. Alors, j'essaie de prendre le moins possible ma voiture pour des raisons économiques et écologiques. Mais le bus, parfois, ça n'avance pas. Il y a beaucoup de monde, c'est pas super confortable. Donc voilà, j'avoue que je suis pas encore super adepte des transports en commun. TGV ou métro? TGV parce que c'est synonyme de vacances et d'exploration. Ronaldo ou Messi? Ah, je suis pas très foot, mais tous mes patients adorent Messi donc, et Ronaldo. En fait, apparemment, ils ont l'air sympas tous les deux. Alors mon métier, ben en fait j'ai un multimétier. C'est ça que j'adore, c'est que je n'ai pas qu'un métier. Donc le premier métier que j'ai, c'est d'accompagner les enfants, les adolescents et les adultes qui ont une difficulté d'adaptation dans leur vie. Donc ça peut être de l'anxiété, ça peut être du TDAH, ça peut être un manque de confiance en soi, une démotivation. Donc ça c'est un de mes métiers. Le deuxième de mes métiers, c'est de donner des formations pour les personnes qui accompagnent ces enfants-là, ces enfants, ces ados, ces adultes. Donc là, je donne des formations dans les écoles ou dans des organisations pour aider les adultes à aider les enfants, les ados. Donc ça, c'est mon deuxième métier. Le troisième métier, c'est que je suis professeure à Mariaps, où je donne des cours de psychologie pour des futurs psychologues. Donc ça, c'est mon troisième métier. Mon quatrième métier, c'est que je travaille pour organiser des événements, des conférences, euh, voilà, pour inspirer les autres. Euh, et puis, qu'est-ce que je fais encore? Je crée aussi des aventures pédagogiques pour Amal la girafe. En fait, en gros, je travaille, voilà, je fais plein de choses qui m'amusent, différentes. Je n'aimerais pas faire tous les jours la même chose. Et ça, c'est une caractéristique du TDAH. Hein, on déteste s'ennuyer. Et donc, quand on s'ennuie, ben moi, si je m'ennuie, en fait, je ne fais rien, hein, comme quand j'étais à l'école primaire. Quand je m'ennuie, ben, je ne fais pas. Si je m'amuse, je fais à 200% les choses. Et donc voilà. Alors la psychoéducation, donc c'est une discipline québécoise qui permet de notamment comprendre son mode d'emploi, donc ça c'est la première chose, et puis de pouvoir mettre en place des stratégies d'adaptation pour la personne en difficulté, mais aussi dans l'environnement de la personne. Donc on peut aussi dire aux parents, bah, vous pouvez mettre ça en place, on peut dire aux enseignants, vous pouvez mettre ça en place. Donc l'idée c'est de ne pas se dire c'est l'enfant qui va bosser tout seul, c'est tous ensemble, on va définir des objectifs et on va trouver des moyens pour les atteindre, parce que ben, ton TDAH, tu l'auras toute ta vie. Et donc, l'idée, c'est, on ne sait pas l'enlever, on ne sait pas faire autrement, donc autant l'adopter, l'apprivoiser et en faire une force. Et donc, c'est vraiment ça que j'essaye de faire avec les personnes que j'accompagne. Je l'explique que c'est comme si on était au volant d'une Ferrari qu'on ne sait pas conduire. Et donc, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on fait des accidents, on manque de contrôle. En plus, on voit pas ce qui se passe parce que ben, voilà, on perd un petit peu. Pour moi, c'est une perte de contrôle de soi-même. Mais la Ferrari, c'est plutôt un beau bolide. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on va apprendre à conduire cette Ferrari. Ça, c'est pour moi une première explication, que ça s'apprend. Et une fois qu'on arrive à la conduire, ben, la vie peut commencer à devenir vachement sympa. Mais tant qu'on ne sait pas la conduire, on fait des accidents partout, on est puni, voilà, on se fait jeter de l'école, on se dispute avec ses parents. Donc voilà, parfois même on a des ennuis qui peuvent être même plus graves si on fait des grosses bêtises. Donc voilà, et donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, j'explique que le TDAH, c'est un manque de dialogue intérieur. On ne se parle pas suffisamment à l'intérieur de soi. Euh, et donc, j'explique souvent que dans notre cerveau, aussi derrière le front, on a un morceau de cerveau qui travaille comme un policier, qui contrôle ce qui rentre dans notre tête et ce qui sort. Alors, quand on a un TDAH,
Le problème, c'est que notre policier est endormi, donc il laisse rentrer plein de choses à la fois dans notre tête et il laisse sortir des choses qu'il ne devrait pas laisser sortir. Et donc, en réponse à ça, grâce à une psychologue belge qui s'appelle Marieke Bishop, on a des petites marionnettes que je n'ai pas prises avec moi, qui s'appellent Posy et Nega. Et donc, Posy, c'est la petite voix positive qui nous encourage et qui réveille le policier, et Nega, c'est la petite voix négative qui nous décourage et qui rajoute souvent de la catastrophe à la catastrophe. Alors, je dirais qu'ils ont tous bon cœur. Donc, c'est vraiment quelque chose. Ce sont des enfants qui sont souvent très généreux d'eux-mêmes, très créatifs. Je crois que, en tout cas, contrairement à moi, je vois qu'ils ne s'ennuient jamais, pour le coup. Donc ça, je trouve que c'est plutôt aussi une super qualité qu'ils ont. Et, euh, et je pense qu'ils font beaucoup d'efforts, tous, malgré, malgré ce qu'on voit. Donc, euh, donc voilà, je dirais ça. Si je dois dire, je pourrais dire d'autres choses, mais je dirais généreux, créatif et voilà, et quand même persévérant, même si ça ne se remarque pas spécialement. J'ai l'impression qu'il ne faut aucun effort, mais en fait, je crois ils en font énormément. Alors, je suis convaincue aujourd'hui que c'est un super pouvoir. Donc vraiment que moi, je ne voudrais pas ne plus avoir de TDAH, quoi. Vraiment, je trouve ça assez génial. Ben, comme je vous le disais, j'ai beaucoup d'idées, donc ça c'est vraiment très chouette. Et alors, je n'ai pas peur de les réaliser. Et ça, je crois que c'est parce que je suis impulsive. Et donc, le fait, de ne pas me poser 36 000 questions, fait que je fonce. Et donc, je dirais que grâce à mon TDAH, j'ai pu réaliser beaucoup de choses dans ma vie et je peux m'amuser vraiment au quotidien. Je ne suis pas quelqu'un qui mord sur ma chic. Je suis pas très courageuse. Enfin, je crois que je suis courageuse dans la vie, mais je suis pas très courageuse dans le sens où je vais pas passer ma vie à faire des choses que je n'aime pas. Ça, c'est impossible. Donc, je dirais que c'est assez vertueux finalement de se dire, grâce à mon TDAH, je m'amuse, je fais plein de choses, je prends des risques. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas des risques inconsidérés, mais quand même, j'ai pas eu peur de grand-chose quand je regarde en arrière. Ah oui, j'oublie encore beaucoup mes clés, je cherche beaucoup mes affaires. Ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, est encore très présent. Euh, je procrastine souvent, voilà, des tâches administratives, mais pas trop parce que voilà, je n'aime pas payer des amendes supplémentaires. Donc, par contre, si j'ai des PV de roulage. Voilà, parfois je roule trop vite ou je me gare mal. Voilà, j'ai déjà été oui, à la fourrière 2 fois chercher ma voiture. Ça m'a coûté une fortune. Oui, j'ai eu ce genre de petites galères. Mais voilà, j'ai jamais perdu de job, j'ai jamais eu de soucis graves. Euh, mais voilà, des distractions du quotidien. Euh, voilà, j'ai fait brûler parfois des choses parce que je les oublie dans le four. Voilà, ce genre de choses. Mais voilà, pas d'accident, mais voilà, des oublis, des frustrations. Oui, ça, oui, ça, ça arrive. Eh bien, j'ai anticipé cette question. Je me suis dit qu'on allait me le demander, donc j'ai pris mon carnet, mon bullet journal. Ça, c'est mon cerveau. Faut évidemment pas que j'oublie chez vous, sinon c'est la cata. Voilà, donc il y a tout quoi. Dans mon carnet, il y a tout ce que je dois faire jour par jour. Ce sont des to-do list géantes, mais donc c'est aussi euh, voilà, des rêves que j'ai envie de réaliser, des défis que je me donne, des notes de conférences. Voilà, c'est vraiment un outil, mais des choses que j'ai envie de faire, que parfois j'oublie de faire, comme faire du camping. Là, ça va bientôt être la saison. Donc, ce n'est pas que une to-do list de choses ennuyeuses, parce que sinon j'aurais peur de le laisser de côté. Et alors, j'essaie qu'il soit joli. Pour moi, c'est important qu'il y ait voilà, des petits donc ça, c'est ce que je vous expliquais de ma grand-mère qui me disait de soigner son travail. Mais en fait, je pense que si mon carnet est joli, j'aurais plus envie de le faire, de l'ouvrir. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'antre de ma créativité, de tous mes jobs différents qui se rassemblent ici. Voilà. Vraiment, je recommande. Ça a été créé par
un monsieur qui s'appelle Ryder Carroll qui est TDAH. Et donc, il y a toute une petite méthode pour ce bullet journal. Et donc, ça, c'est vraiment l'outil phare. Je pense que c'est mon 8e carnet. Depuis que j'ai découvert cette méthode, et je ne pourrais plus m'en passer. Ça repose le cerveau, c'est vraiment fantastique. Eh bien, je pense que j'ai été très longtemps dans une quête de dopamine, de projets très ambitieux. Aujourd'hui, c'est peut-être l'âge qui fait ça. Je suis plus en quête de sérotonine, donc plus d'émerveillement, de calme justement. Je crois que je quitte la machine de guerre, voilà. Donc, j'aimerais peut-être écrire un livre sur les vertus du TDAH. Ça, c'est, je pense, quelque chose que j'aimerais faire parce que je crois vraiment que c'est un mode d'emploi super intéressant, sur lequel il ne faut pas lutter, quoi. Il faut plutôt l'exploiter. Qu'est-ce que j'aimerais encore faire? Créer une chaîne de podcast, ou en tout cas, voilà, travailler dans le monde du podcast. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et alors, si j'ai quand même un grand rêve, ce serait d'avoir une émission de télévision, euh, pas pour parler que du TDAH, hein, mais pour voilà, autour de l'éducation de manière générale, pour voilà, mettre en valeur toutes les personnes qui font des choses fantastiques au quotidien. Ça, ce serait voilà, un grand rêve. Si je le réalise pas, c'est pas très grave. Je vais pas me battre corps et âme pour le faire, mais voilà, je me dis que il y a plein d'éducateurs, psychologues, logopèdes, enseignants qui font des trucs incroyables. Et donc, voilà, ça m'amuserait de les mettre sous les projecteurs et de, voilà, de mettre leur travail, parce que c'est vraiment un travail incroyable qu'ils nous font. Et donc, je pense que ça pourrait inspirer beaucoup de monde. Alors, ben, mon métier, il convient. En fait, il faut se dire que la passion répare le cerveau. Pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut euh, comprendre quand on est passionné. Donc, hein, le TDAH, c'est un déficit en dopamine. Et donc, on cherche de la dopamine. Mais une fois qu'on est passionné, notre cerveau nage dans la dopamine à fond. Donc, en fait, il fonctionne super bien comme un cerveau non TDAH. Et je dirais même presque mieux, parce qu'on peut être vraiment plongé des heures et des heures sur certains sujets. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je le vis. Et c'est comme ça que je peux l'observer, en tout cas en consultation. Donc moi, je dirais que mon métier me convient parce que je suis passionnée. Donc ça, c'est une première chose. Euh, donc je ne pouvais pas dire que mon métier est le métier pour les enfants TDAH, mais j'ai déjà d'anciens patients qui m'ont dit, mais moi j'étudie la psychologie parce que j'ai adoré venir en consultation chez toi et j'ai envie de faire la même chose, moi aussi, d'accompagner des enfants en difficulté. Donc ça, voilà, c'était magnifique comme témoignage. Euh, voilà, mais donc je dirais que la réponse à la question, c'est un métier qui passionne. Et donc, ne pas se contenter d'un métier sécurisant, en tout cas des métiers sécurité, il y a des carrières, on te dit, ben voilà, si tu travailles dans l'enseignement ou si tu es fonctionnaire, c'est sûr, voilà, c'est sécuritaire. Ah non, quelqu'un de TDAH, ça va pas suffire, quoi. Quelqu'un de TDAH, il a besoin de s'exalter, de s'éclater. C'est vrai que l'entrepreneuriat est en général assez dopaminergique, j'ai envie de dire. Maintenant, il faut quand même pas mal de compétences pour pouvoir développer ça, mais je pense qu'il y a un petit gisement de TDAH dans l'entrepreneuriat, ça ne m'étonnerait pas. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est assez exigeant, donc il faut voir un peu ce qu'on est prêt à faire pour ça. Mais donc voilà, j'irai quelque chose, une carrière passionnante. Je crois que c'est ça que je recommande, quelque chose d'intéressant et voilà, ils vont se donner corps et âme en général, et donc a priori ils seront bons parce qu'ils auraient donné beaucoup d'amour et d'attention dans ce qu'ils font. Tout va bien se passer. Ce serait ça. Mais de se dire, voilà, si je peux vraiment, c'est de dire que l'école, ça n'est qu'un passage, que la vie est assez généreuse et que si on fait les bons choix, je crois qu'on écoute son cœur et on fait des belles rencontres, eh bien, en tout cas, voilà, je pense que vraiment on peut se réaliser et qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce monde et que on a besoin autant de personnes qui ont un TDAH que de personnes qui n'ont pas de TDAH et que je pense que si on a ce mode d'emploi, c'est pas pour rien et qui du coup va pouvoir être au service de beaucoup de monde.